Alors, la dernière fois, on a été un petit peu coupé court parce que vous avez beaucoup parlé, plus que j'avais imaginé. Et du coup, à l'époque de la guerre d'Indochine, voilà, vous n'avez pas dit grand-chose dessus. Est-ce que vous voulez parler de l'Indochine? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Comment vous vous êtes senti? Tout ça. Écoutez, l'Indochine, je ne suis pas resté longtemps. Et je suis arrivé donc tout au début de la reprise en main de la colonie indochinoise. Donc je suis arrivé en fin mars, début avril 1946. 46. Oui, c'est ça. 46. Et notre première tâche de notre régiment était de pacifier une certaine région autour de Saigon où se trouvaient des bandits qui avaient été libérés du camp de la prison de Pulo Condor, qui était très connue à l'époque par les Japonais avant leur départ, et ces gens-là avaient donc formé des bandes de pillards qui rançonnaient la population, et ils étaient bien armés, et puis c'était des méchants. C'était pas des enfants de cœur. Et donc notre premier travail là-bas était de essayer de neutraliser ces gens. Ça durait un mois, à peu près, un mois et demi. Et nous les avons éliminés avec l'aide de la population, évidemment, qui nous a aidés. Et ces gens-là ont été pratiquement remplacés par les Viet Minh. Par les premiers Viet Minh, c'est-à-dire les indépendantistes, c'était surtout des jeunes, je dirais universitaires, des gens bien instruits, qui ont formé, pour ne pas dire fomenté, des groupes donc, qui prônaient l'indépendance. C'était ça. Et là, il a commencé à y avoir des accrochages, des gens qui nous tendaient des embuscades, etc. Et il y a même eu des attaques des postes de Légion, donc enfin notre compagnie n'a pas été concernée dans cette région-là, dans la, mettons, printemps, dans l'été 1946. Ensuite, nous avons été déplacés dans la région de Tudaomot, enfin c'est une région très connue dans le delta du fleuve. Le Mekong. Mekong, je ne me rappelle plus. Excusez, il y a quelques trous. Donc à Tudaomot, où nous étions encore chargés de faire la chasse à des petits groupes indépendantistes qui n'étaient plus ou moins bien armés, mais enfin bref, c'était ça notre travail. J'avais été, je ne me rappelle plus si je l'ai dit la dernière fois, nous avons été aussi envoyés au Cambodge, à un moment donné à Siem Reap, qui est juste à côté des temples d'Angkor Wat, où donc le commandement avait envoyé une troupe composée des différents prélèvements de forces françaises qui se trouvaient autour de Saigon pour neutraliser des groupes d'indépendantistes qui étaient là-bas. Donc là, j'étais resté pas longtemps, peut-être 10 jours, et puis on est revenu à Tudaomot. Et donc je suis resté là jusqu'en décembre 1946, puisque c'est à ce moment-là que les Ho Chi Minh avaient fait attaquer Haiphong et Hanoï, des garnisons françaises, et il y a eu des massacres. Et donc les troupes françaises qui étaient dans le Tonkin ont réagi bien évidemment. Il y a la marine qui est intervenue, qui a bombardé Haiphong, et on a immédiatement envoyé 2 régiments de Légion en renfort. Et donc j'ai débarqué à Haiphong courant décembre, je ne me rappelle plus quand exactement, à Haiphong, décembre 1946, et
je pense qu'on peut dater l'origine de la guerre d'Indochine française à décembre 1946. C'est là que ça a vraiment commencé. Et là, nous avons eu donc des interventions assez dures, tout autour, où le Viet Minh avait déjà constitué de petits groupes, mettons, bien commandés et assez armés, qui tendaient des embuscades et qui essayaient de nous rendre la vie difficile, c'est tout ce que je peux dire. Et nous avons été envoyés ensuite à libérer la ville de Nam Dinh. Nam Dinh, qui se trouve sur le bord du fleuve Rouge, qui était bien défendu par les Viet, mais vraiment bien défendu. Nous avons eu des pertes, pas mal de pertes. L'approche se faisait sur une digue qui longeait le fleuve, et il y a eu des coupures de digues partout. Si vous voulez, les Viet prenaient la population paysanne, ce qu'on appelle l'Unyakwe, évidemment, pour couper la digue, et nous, le lendemain, on ramassait les mêmes pour la reconstituer, pour pouvoir passer les véhicules, les chars. Donc, embuscade, il n'y en avait pas trop, mais enfin, on était très, très attentifs. Mais quand on est arrivé à Nam Dinh, là, c'était la résistance très, très forte des troupes, donc du Viet Minh. On a pris Nam Dinh en combat de rue, des combats de rue, ce qui était quand même quelque chose d'assez étrange pour l'Indochine. Une fois qu'on était donc à Nam Dinh, la route que nous avions prise était coupée. C'est-à-dire que nous étions isolés en Nam Dinh. La seule voie d'accès était le fleuve. Le fleuve où nous étions ravitaillés par de péniches donc de l'armée qui étaient toujours attaquées par les Viet et qui nous permettaient aussi, d'aller avec ces péniches-là à Haiphong ou à Hanoï, ça dépendait, pour acheter du matériel d'usage, mettons, d'usage personnel. J'entends par là aussi bien de la crème à raser, des dentifrices, que du liqueur, du champagne, des cocktails, du cognac surtout, et évidemment, et des cigarettes. Cigarettes anglaises à l'époque, c'était des cigarettes anglaises. Donc il s'était trouvé que j'étais à l'époque sergent Fourier. Je ne sais pas si vous connaissez cette désignation. Oui, oui. Sergent Fourier. Donc sergent Fourier, je pouvais me déplacer avec ce bateau une fois, enfin tous les 15 jours à peu près, pour aller approvisionner les copains. C'est-à-dire que j'allais là-bas, j'achetais du matériel comme demandé, tout, je ramenais ça, et c'était pour les sous-officiers de la compagnie et puis de voisins. Bon, ça c'était en Nam Dinh. Notre travail de surveillance, c'était la sécurisation de notre poche de Nam Dinh. Donc alors nous n'étions pas seuls, il n'y avait pas que la Légion, il y avait des tirailleurs algériens, il y avait des tirailleurs marocains, algériens, marocains, et des spahis, des blindés, des spahis qui étaient là, mais c'est le poste de Nam Dinh était commandé par un officier de Légion. Bon. Et c'est à Nam Dinh que j'ai terminé mon service militaire. J'ai terminé mes 5 ans à Nam Dinh. J'étais donc convoqué par le commandant, chef de bataillon de la Légion sur place, qui m'a dit: Sergent Traube, vous êtes bien noté, vous avez de bonnes notes, vous êtes bien décoré,
vous allez engager. Je regardais, mais je dis, mon commandant, ce n'est pas mon intention. Et je m'étais retenu pour ne pas dire pourquoi je ne voulais pas m'engager. C'était l'impression que j'avais, depuis que j'étais en Indochine, que la population indochinoise nous regardait, nous, comme nous regardions les Allemands en France. Nous étions des occupants. Et ils travaillaient avec nous, comme il y avait des collaborateurs qui travaillaient avec les Allemands, mais nous n'étions pas aimés. C'était pas vrai. Et donc, je me suis retenu pour ne pas lui dire. Parce que si j'avais dit ça, je crois que le commandant ne m'aurait pas donné le certificat de bonne conduite. Bon, donc j'ai dit, mon commandant, voilà, j'ai fait mes 5 ans, sous-officier, décoré, patati patata, maintenant je veux reprendre une vie. Bon, il m'a dit, ben c'est votre droit, mais de toute façon, si vous voulez, vous revenez quand vous voulez, avec votre grade. Il m'avait proposé une promotion. Il m'avait même dit, je peux vous envoyer à l'école d'officier. Je dis merci, 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 mais je préfère revenir en France. Et je suis revenu donc à Paris, démobilisé, et c'est à Paris que j'ai vraiment appris tout ce qui s'était passé pendant la guerre. Que lorsque j'étais sous les armes, on n'avait pas de renseignements, on ne connaissait rien. Voilà, c'était ça mon vécu d'Indochine. Que j'avais une petite amie là-bas, c'était normal, tout le monde, enfin, tous les gradés avaient plus ou moins l'occasion d'en avoir une, c'était très gentil, la mienne. Et il ne m'a pas appris le vietnamien parce qu'il parlait mieux le français que moi. Il avait été élevé chez des bonnes sœurs à Saigon, donc pas de vietnamien, alors que j'ai des amis, dont un qui est à Menton ici, qui a fait plusieurs séjours en Indochine, qui a pratiquement appris le vietnamien avec sa copine. D'accord. Voilà. Et pourquoi vous vous êtes senti, vous avez dit, en Indochine, un peu comme les Allemands en France? Vous avez des exemples comme ça, pour expliquer en plus de détails? Un exemple. Moi, je n'ai jamais ressenti une hostilité des gens, mais une méfiance. Une méfiance, et moi, à un moment donné, j'avais été chargé de construire le premier poste de défense dans la région où nous étions, je ne me rappelle plus le nom exactement. Je peux vous montrer ça sur une carte d'Indochine que j'ai accrochée ici. J'ai créé un poste de défense qui était... c'était du bidon, quoi. Ça ne servait à rien. Mais enfin, c'est pour montrer aux gens qu'on est là. On faisait ça avec on coupait des arrêtiers, on montait des trucs de défense, enfin bref. Et j'occupais ce poste-là avec mon groupe de légionnaires, c'est-à-dire 8 hommes, j'étais sous-officier sergent, 8 hommes, et un groupe de partisans qui étaient là avec leur famille. Ils étaient une quinzaine à peu près. Bon, j'ai une photo de ça que je pourrais vous montrer. On est là, dans ces postes. Et ces postes étaient installés au croisement d'une route et d'un rack, d'une voie d'eau, qui était donc un point dit stratégique. Et il y avait un petit hameau qui était... il y avait donc le chef du hameau, que j'étais chargé de rencontrer tous les jours pour voir s'il avait vu des choses inhabituelles, etc., etc. Et lui, il avait donc une fille, parce que lui, évidemment, il ne parlait pas un mot de français, il avait une fille qui faisait le traducteur. Et cette fille-là était très comment dire, bonne collaboratrice, très mignonne par ailleurs, qui est devenue un peu mon amie, un peu plus par la suite. Bon, c'était ça mon ami après. Donc, vis-à-vis de ces gens-là, je sentais que nous n'étions pas les bienvenus.
On était là pour les protéger contre à l'époque, comme je l'ai dit au début, il y avait encore les pillards, enfin les bandits. Plus tard, avant qu'on quitte cette région-là, il y avait déjà les Viet Minh qui étaient là, qui les rançonnaient, parce qu'il fallait qu'ils mangent. Donc, c'était ces sentiments que j'étais certainement pas le seul à ressentir, que nous étions en Indochine, comme les Allemands pendant la guerre. C'était ça. D'accord. Ai-je répondu? Oui, oui, vous avez répondu. Et vous avez dit tout à l'heure que certains des combats étaient durs. Est-ce qu'il y avait une différence entre les combats en Indochine et ceux que vous avez connus en France ou en Allemagne? Qu'est-ce qu'il y avait comme chose de différente? C'était des combats des maquisards que nous n'avons pas connus en France, en Allemagne ou en Autriche. Des maquisards, c'est-à-dire on nous tendait des pièges, on nous attaquait quand nous nous déplacions quelque part, d'un seul coup il y avait des coups de feu qui partaient, et c'était ça inhabituel pour nous, parce que dès qu'on voulait réagir, les autres avaient disparu au début. Plus tard, un peu plus tard, ils résistaient. Donc il y avait des combats. Enfin, pendant ma présence à moi, c'était, comment dire, c'était l'habitude. On nous attaque, on se sauve. On résiste un peu, mais on se sauve. C'est-à-dire qu'il était difficile pour nous de faire des prisonniers. Parfois, on avait renseigné par des gens de la population, on savait qu'il y avait des gens qui tendaient une embuscade. Alors donc, on passait devant l'embuscade, mais on était également derrière. C'est-à-dire qu'on arrivait à les entourer et ils ne se rendaient pas. On faisait des prisonniers blessés, mais sinon, c'était... Bon, enfin bref, c'était assez dur. D'accord. Et qu'est-ce qui devenait ces prisonniers après? Ils avaient des camps, tout ça, il y avait Oui, de la rééducation, comment ça se passait? Ok. Nous, on les remettait à la gendarmerie militaire, ceux qui étaient vivants. D'accord. C'est tout. Après, on ne sait pas. Est-ce que je pense que certains étaient fusillés et d'autres, bon, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je vous avoue que quand je suis revenu d'Indochine, on me posait des questions, enfin certains, je n'ai pas pu répondre. Je n'étais pas au courant et je ne voulais pas être au courant. Je voulais oublier tout ça. C'était quelque chose qui terminé, on n'en parle plus. 47 quand je suis revenu. D'accord. Et justement, donc la dernière fois vous m'avez raconté pourquoi vous étiez engagé dans la Légion. C'est quand même à cause de la guerre, du fait que vous étiez juif et tout ça. Du coup, comment vous vous sentiez en Indochine, où vous pouviez quand même vous faire tuer, ou enfin c'était quand même dangereux? Vous aviez hâte que ça se termine, cette histoire-là? Oui, oui. Enfin, je m'étais engagé pour 5 ans. Bon, j'ai fait la guerre contre les nazis. Là, j'étais un combattant, comment dirais-je, plein d'énergie pour combattre ça. Et en Indochine, ben, je faisais mon service comme il le fallait. Je crois que j'avais rien à me reprocher. Ouais. Mais c'était pas ma guerre, voilà. D'accord. Et j'étais curieux. Vous avez signé pour 5 ans à la Légion. Mais j'ai cru comprendre que certains, ils ont signé pour la durée de la guerre. Exactement. Pourquoi vous avez fait 5 ans et pas pour la durée de la guerre? Parce que quand je me suis engagé, la France n'était pas en guerre. Ah d'accord, donc il n'y avait pas le choix. Je me suis engagé en 1942, fin 42, sous les régimes de Vichy, à Marseille. Donc c'était l'engagement, c'était pour 5 ans. Et je m'étais engagé, ça je vous l'avais raconté, sous un faux nom évidemment, fausse identité, etc., etc., puisque la Légion à l'époque ne pouvait pas engager un Allemand, puisque les Allemands devaient servir dans l'armée allemande, Alsacien, ouais, qui était
assimilés aux Allemands, les Alsaciens, et ils n'avaient pas le droit d'engager un juif. C'était interdit. Donc j'étais un luxembourgeois. Enfin, oui, ça, je l'avais raconté la dernière fois. D'accord. Et la dernière fois, vous m'avez dit beaucoup de détails sur toute la partie dans la Légion. Mais par exemple, la partie sur l'Autriche, vous m'avez dit ça juste en 2 minutes. Est-ce que vous auriez plus de choses à dire sur vos voisins, sur la famille, sur le départ, sur comment la décision a été prise de partir, comment ça s'est passé? Comment vous... Voilà. Après l'Anschluss. Exactement, oui. Exactement. Ah, ça, j'en avais pas parlé, là. Vous avez parlé, mais très brièvement. Ah, bon. Je veux bien si vous me dites plus de choses. À quoi vous vous attendiez avec cet Anschluss? Vous voyez? Je m'attendais. Vous savez, je ne sais pas si je l'ai précisé la dernière fois, à l'époque, lors de l'Anschluss, je n'avais pas encore 14 ans. À l'époque, un garçon de 13 ans et quelques, c'était un gosse, en culotte courte. Et l'environnement familial n'avait pas devant les enfants des problèmes politiques, économiques, financiers, etc. Nous ne savions rien. On savait qu'il faut aller à l'école, il faut faire ses devoirs, il faut être gentil à la maison, c'est tout ce qu'on savait. Bon, quand l'antisémitisme, je crois que j'en ai parlé la dernière fois, j'ai appris l'antisémitisme quand j'avais une dizaine d'années. Auparavant, je ne connaissais même pas le mot, alors qu'il existait. L'antisémitisme en Autriche était viral depuis toujours. Bon, ouais. Mais ça ne me concernait pas. Donc, j'étais élevé dans un cocon familial, gentil, bien, ma mère, mon père, tout ça, ma soeur, qui avait 2 ans plus que moi. Jusqu'à l'Anschluss proprement dit. Lorsque l'Anschluss est arrivé, c'était une surprise pour mes parents. Ils s'attendaient à ce que Schuschnigg, qui était à l'époque le chancelier d'Autriche, puisse résister. Or, Schuschnigg, il n'avait aucune force de caractère pour s'opposer à Hitler. Si Dollfuss avait été vivant encore à l'époque, vous connaissez l'histoire de l'Autriche un petit peu, non? Bon. Brièvement. Brièvement, bon. L'Autriche était depuis 1932, 33, je crois, un État, comment ça s'appelle? Un Ständestaat en allemand. Un État... Bon, enfin, un État dictatorial. D'accord. Dictatorial, anti-nazi. Anti-nazi, mais dictatorial pour empêcher voulait empêcher Dollfuss la mainmise de l'Allemagne sur l'Autriche. C'était le but de Hitler depuis toujours. Bon. Dollfuss a été assassiné en 1900. Pardon. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Dollfuss a été assassiné par les nazis. Ils ont fait une tentative de putsch qui n'a pas réussi. L'assassin de Dollfuss a été pendu après, etc., etc. Dollfuss a été remplacé par un certain Schuschnigg, mais qui n'avait pas la force, le caractère de Dollfuss. Bon, enfin bref. Quand l'Anschluss a eu lieu, que les Allemands sont entrés sans combat, sans résistance en Autriche, la première chose qu'ils ont permis de faire, c'est les exactions contre les Juifs. La première chose. Le lendemain de l'entrée des Allemands, il y a eu de SA, SS et la populace qui s'en est pris aux Juifs, qui les a obligés à enlever, enfin effacer des inscriptions sur les trottoirs en vue d'un référendum proposé par Schuschnigg pour s'opposer
à la mainmise de l'Allemagne. Bon. Donc, on a dit aux Juifs, c'est vous qui avez écrit ça, c'est vous qui l'effacez. Alors que les Juifs, ils n'avaient jamais rien écrit, mais c'était eux qui devaient effacer. Et ce qui permettait à la populace de se gausser des Juifs, de les humilier et de les forcer à brosser les inscriptions qui avaient été faites à la peinture à l'huile, donc avec une brosse et de l'eau. Ça n'effaçait rien du tout, mais c'était la possibilité donc de humilier les Juifs, etc. De les maltraiter, pas trop, mais enfin bon. Ça c'était ma première prise de conscience. Voilà, maintenant, c'est parce que tu es juif que tu dois faire ça. Mais j'ai rien fait. Mon père, il n'a rien fait. Vous êtes juif, bon. Ça c'était pratiquement le lendemain de l'Anschluss. Bon. Après, ça j'ai dû le raconter, j'étais expulsé de mon lycée, donc j'étais fichu à la porte avec tous mes copains qui étaient juifs, on était, je sais pas, 7 ou 8 dans la classe. Après on était tranquille pendant plusieurs mois. Il y avait eu la jeunesse hitlérienne, qui était donc en tenue, en uniforme, qui essayait de s'attaquer aux enfants juifs s'ils s'en trouvaient. Enfin, qu'est-ce qu'ils faisaient, les bourreaux, quelques coups de poing, etc. C'était pas vraiment méchant, mais enfin, c'était quelque chose. Or, nous qui n'étions plus à l'école, on essayait de s'amuser comme on pouvait dans la rue. Et il y avait toujours deux ou trois personnes, copains, qui étaient chargés de surveiller s'il y avait une approche de garder le Hitlerjugend, et à ce moment-là, on se sauvait vite fait pour ne pas tomber sur eux. Ou on allait jouer dans les pratères. Les pratères, c'est le bois de Boulogne de Vienne, si vous voulez. Où on pouvait plus facilement se camoufler, etc. On jouait un peu avec les jeunes nazis comme des chats et souris. On jouait avec eux, comme ça. Des fois, il y en avait un ou l'autre qui se faisait attraper. Bon, il revenait avec un œil au beurre noir, mais enfin, c'était pas sévère. C'était méchant, mais pas sévère. Et ça durait comme ça jusqu'à la fameuse nuit de cristal. En novembre 1938, dont vous connaissez l'histoire. Et là, ça a changé. Ça a changé parce que la nuit de cristal, c'était un véritable pogrom. Un véritable pogrom. On a donc détruit toutes les synagogues, on les a détruit, incendié, détruit tout ce qu'il y avait à l'intérieur des objets de culte. On s'en est pris à des magasins juifs qui ont été donc vandalisés, etc. Il y a eu quelques juifs qui ont résisté, qui ont essayé de résister, qui ont été tués, pas beaucoup, mais enfin quelques-uns. Et à la suite de cette fameuse nuit de cristal que j'ai vécu en l'entendant, avec les volets fermés parce qu'on ne devait pas allumer la lumière à la maison, ça je l'ai vécu par l'ouïe, avec les hurlements de la populace, etc. Et le lendemain, on est venu chercher donc des jeunes, des enfants, pour ramasser les débris qui encombraient la chaussée, la rue. Donc, il y avait donc des femmes. Oui, il faut dire qu'on avait arrêté des hommes qui sont partis en camp de concentration à Dachau, qui étaient en quelque sorte des otages, en attendant que la communauté juive allemande autrichienne paye une amende de 1 milliard de Deutschmark pour compenser cet assassinat qui avait eu lieu à Paris. Enfin bref. Donc mon père avait été arrêté le matin. Moi, on est venu me chercher pour participer au nettoyage de la rue. Donc c'est avec les mains nues qu'on ramassait les débris, etc. Bon. Et un souvenir qui m'était resté, je ne sais pas si je l'ai évoqué, mais je le répète parce que c'est assez significatif.
Donc nous étions des jeunes, des gosses et des femmes qui faisaient ce travail-là. Et il y avait des passants qui passaient, qui nous regardaient en ricanant, bien fait pour eux, etc., etc. Et puis il y en avait d'autres qui passaient, qui tournaient la tête. Ils ne voulaient pas voir ça. Et je me suis dit plus tard, ces gens-là qui tournaient la tête, est-ce qu'ils se sont rendus compte que les nazis, ils commencent à aller trop loin? Qui ne savent, qui sait? C'était donc une réflexion que je m'étais fait après. Voilà, donc ça c'était... Après ça, mon père était donc enfermé à Dachau. Ma mère avait décidé qu'on devait quitter l'Autriche et nous avait inscrit à un transport d'enfants qui est parti de Vienne vers la Belgique. Je suis parti avec ma soeur. Ma mère et mon père, quand il était libéré de Dachau, nous ont rejoints en Belgique. Voilà. Ça, c'était donc la fin de mon enfance. D'accord. Et dans votre famille, vous étiez très religieux ou pas trop, justement? C'était comment? Nous étions, comment dire, je sais pas comment exprimer ça. Nous étions donc, nous nous trouvions en Autriche, parfaitement assimilés parmi la population. Nous étions juifs, bien évidemment, religieux, non. On assistait à toutes les grandes fêtes juives, le Nouvel An, le Yom Kippour, la Pâque, etc. On assistait à ça, mais c'est tout. Mais, à un moment donné, je devais avoir 7 ou 8 ans, ma mère avait eu l'idée de m'inscrire à la chorale de la synagogue. Nous avions la synagogue qui était à 50-60 mètres de chez nous. Elle m'avait inscrit là, comme ça, elle pensait que mon père n'était pas religieux du tout, lui il s'en fichait complètement, mais ma mère, elle avait quand même un fond de religiosité depuis son enfance, évidemment. Donc elle m'a inscrit là, et j'ai dû faire ça pendant quelques mois, je ne me rappelle plus combien de temps, mais le chef de la chorale, nous étions une quinzaine de gosses, de mon âge, quoi, de petits, il était méchant. Il nous tirait les cheveux, tirait les oreilles, nous donnait des coups de taloche, etc. Je dis à ma mère, maman, j'y vais plus, terminé. Donc, je n'y ai plus été. Mais par contre, ma mère a insisté pour que je fasse ma bar mitzvah, c'est-à-dire comment on appelle ça, la bar mitzvah, enfin c'est le... Oui, enfin, la majorité religieuse, à l'âge de 13 ans. Donc je fais ça. C'était assez drôle pour moi parce que je connaissais évidemment rien d'hébreu, je connaissais pas l'hébreu. Et pour pouvoir faire la cérémonie rituelle, c'est à la synagogue que le jeune, il doit lire un passage de la Torah, à ce moment-là, un samedi en principe, et le lire en chantonnant, comme il se doit. Or, pour pouvoir faire ça, ma mère avait trouvé un enseignant, un juif religieux, qui m'a appris ça. Il est venu assez souvent à la maison, l'après-midi, pour m'apprendre à réciter ça comme il faut. Et je ne me rappelle plus évidemment les paroles, absolument pas, mais je sais comment ça s'était passé à la synagogue. On m'a donc appelé sur le cathèdre, et puis je devais donc lire un truc que j'avais appris par cœur, parce que je ne savais pas, en chantonnant, et ça s'est bien passé. On m'avait dit, voilà, mais, okay. Donc j'avais fait ma bar mitzvah, mais c'est tout. Et quand j'ai quitté l'Autriche, je n'ai plus l'occasion ni la volonté d'assister à des cérémonies religieuses, et je peux dire que pratiquement jusqu'à mon arrivée à Menton, je n'ai jamais été à une synagogue, J'avais été souvent à des églises pour des enterrements, des trucs, des machins, etc. Mais la synagogue, je l'ai connue à Menton. D'accord. Et c'est en quelle année que vous êtes arrivé à Menton? À Menton, je suis arrivé en 2001.
Ah, d'accord. Donc ça fait... Vraiment. Vous étiez encore jeune, vous aviez seulement 75 ans. Oui. Alors que, bon, évidemment, je me suis toujours senti comme d'origine juif, mais pas religieux. Ça, c'est comme il existe beaucoup de catholiques, je pense, qui savent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne pratiquent pas la religion. Bon, voilà, c'était un peu mon cas. Encore que je ne faisais pas état de ma judéité, je ne portais pas un truc, je suis juif, je n'ai jamais crié ça sur les toits, et il y avait beaucoup de gens quand je travaillais, ils ne devaient pas savoir que j'étais juif, on ne me l'a pas demandé, je ne l'ai pas dit, voilà. J'étais connu comme ancien combattant, voilà. J'avais quand même des décorations, croix de guerre, etc. Donc, c'était ça comme on dit, français, non pas les sangs reçus, mais par les sangs versés. Voilà. D'accord. Et question technique. Je suppose que comme juif, vous avez été circoncis quand vous étiez enfant. Oui. Est-ce que ça a posé problème quand vous vous êtes engagé dans la Légion, que quelqu'un a dit, tiens, c'est quoi ça? Oui, c'est-à-dire que ça, j'ai essayé de les cacher comme je pouvais. D'accord. C'est-à-dire quand on prenait la douche, par exemple, bon, ben, quand c'était la douche en commun, j'ai essayé de ne pas le faire voir. Et je n'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème. Or, si on m'avait posé la question, j'aurais dit oui, c'était un acte médical, quoi. Parce que ça existait. Oui, bien sûr. Ça existait. Voilà, ça c'est... Et quand je me suis engagé, donc comme je l'ai dit, il n'y avait pas de... On n'engageait pas de juifs, mais il y avait bien évidemment des juifs qui s'étaient engagés avant à la Légion, pour des raisons que je ne peux pas connaître, mais je n'en ai pas connu. Je n'en ai pas connu, je n'ai pas connu de juifs qui se sont déclarés, ou si j'en ai connu un. J'en ai connu un qui était dans le même groupe d'engagés quand je suis arrivé à Sidi-Bel-Abbès en 1942. Je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire-là, qui était un peu plus âgé que moi. Je crois que moi, à l'époque, j'avais 18 ans, il devait en avoir 19 ou 20. Et il s'était aussi engagé à la Légion pour se faufiler. Comment il a fait, je n'en sais rien. Et il voulait m'inciter à déserter pour arriver en Palestine. Et lui, il est parti. Et il a retrouvé en Palestine, par hasard, il a retrouvé ma soeur qui était là-bas. Et j'ai pu donc établir le contact avec ma soeur par son intermédiaire. D'accord, c'est de la chance, ça. Ouais, c'était... J'ai des lettres ici que j'ai échangées avec ma soeur à l'époque. J'ai eu sa première lettre en fin janvier 1945. C'était avant la prise de Colmar. J'ai eu sa première lettre. Grande surprise. Enfin bref. Voilà. Autre question. Quand vous êtes parti là d'Autriche pour aller en Belgique, l'appartement, les objets, les amis, la famille, tout ça, vous vous êtes senti comment par rapport à tout ça? Là, je dois vous dire que je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon état d'esprit de l'époque. Tout ce que je savais, c'est que j'avais quitté un endroit où on nous persécutait. Bon, je sais que ma mère avait réussi, puisque mon père était en camp de concentration, avait réussi à établir une grande caisse où elle a mis des affaires qu'il avait le droit d'emporter, une caisse, mais il n'y avait pas grand-chose dedans, qu'il a suivi en Belgique, parce que ma mère avait donc un passeport en règle. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, j'ai toujours le passeport de ma mère. D'accord. Passeport en règle. Donc elle avait pu faire envoyer ça, puisque l'émigration était autorisée à l'époque.
à condition d'avoir un pays d'accueil, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui acceptaient les réfugiés. Bon, donc elle a pu avoir ça, et il y avait notamment, il y avait là-dedans des instruments d'antisterie de mon père, et des affaires de, je sais pas quoi, enfin bref, là je n'ai pas de souvenirs. D'accord. Je ne vais pas vous raconter inventer des choses. Votre père était dentiste? Mon père était dentiste, oui. Et vous aviez des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, tout ça, qui étaient aussi à Vienne? À Vienne même, nous avions des cousins, des cousines, des cousins, cousines, qui s'appelaient pas trop, mais Taubert, parce qu'ils descendaient d'une sœur de mon grand-père, slovaque. Ils descendaient là. Donc ils s'appelaient Taubert, bon, peu importe. Avec eux, on était comment dire, en contact permanent pratiquement, se voyait assez souvent. Et il y avait une autre famille qui était aussi du côté de ma mère. C'est un frère aîné de ma mère qui avait donc fondé une famille à Vienne et qui avait 7 enfants, oui, 7 enfants, il était donc mobilisé en 1914, il était un des premiers tombés en août 1914. Donc le frère de ma mère, mon oncle, que je n'ai jamais connu. Et comme il était beaucoup plus âgé que ma mère, parce qu'il était du premier mariage de mon grand-père, il avait des enfants qui étaient bien plus âgés que moi. L'aîné, il avait 20 ans plus que moi, les autres un peu moins. Et le dernier, il est né en 14, je crois, 2 mois après la mort de son père. Bon. Donc ça, c'était un autre groupe de familles avec lesquels on était en contact. Et ils ont pratiquement... Alors, donc, la mère est morte en 1922, je crois, de maladie. Et les enfants étaient des orphelins dont ma mère s'occupait. Elle était la, comment on appelle ça, la marraine. Pas la marraine, non, bon, elle avait le droit légal de s'occuper d'eux. Bon. Or, de cette fratrie, il y en a 2 qui sont morts pendant la guerre. L'un, c'est aussi une histoire incroyable. 22. Seulement les autres ont pu se sauver, ils sont tous partis en fin de compte aux États-Unis. Et j'étais en contact avec eux pendant un certain temps. Il y avait une des filles qui était mariée donc avec un juif en Autriche, qui a vécu en France, qui a réussi à se sauver en Suisse, en 1942 je crois, en Suisse, qui a survécu à la guerre, et que j'ai retrouvé quand j'étais démobilisé, je les ai retrouvés ceux-là, et la pauvre elle est décédée d'un cancer peu de temps après, enfin bref. Mais la plupart de ma famille slovaque a été déportée. Enfin, tous ceux que j'ai connus, qui vivent en Slovaquie, ont été déportés. La famille de mon père, en Pologne, dont je ne savais pas grand-chose, il y a 2 oncles qui ont dû survivre, et je n'ai su qu'il y a peu de temps que l'un d'eux a réussi à écrire à ma sœur en Israël, enfin en Palestine à l'époque, en fin 1945, alors qu'il était en Russie dans un camp de travail qui n'était pas un goulag, pas loin de Moscou. Il lui a écrit donc à ma sœur, dont il a eu l'adresse parce qu'il était en contact avec un cousin de mon père qui était en Palestine, enfin bref, donc il a retrouvé ma sœur, il lui a écrit, et ma sœur m'en avait jamais parlé. Et j'ai retrouvé cette lettre il y a 6 mois à peu près. D'accord. J'ai trouvé cette lettre, qui est écrite en anglais. Enfin,
Mais sinon, donc tous les autres ont disparu. Voilà. D'accord. Et l'autre fois aussi, vous m'avez parlé des camps, le camp d'Émile, oui. Le camp de Rivesaltes, tout ça, mais sans vraiment rentrer en détail. Est-ce que vous pourriez, par exemple, vous étiez gardé par qui? Par des Français, je suppose, des gendarmes français ou des... Bien sûr. C'était en zone libre. Oui. Donc, je n'ai pas connu l'occupation allemande en France, puisque j'ai quitté la France en fin octobre 1942, avant le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, qui ont donné lieu à l'occupation allemande du reste de la France. C'était à cause de ça. Enfin, c'était l'histoire, ça. Donc j'ai jamais vu d'Allemands, moi, en France. Bon. Jusqu'à ce que je revienne avec la Légion débarquée. Là, j'ai vu des Allemands. Oui, pourquoi? Attendez-moi, pourquoi je suis parti, pourquoi là? Je vous posais la question de qui c'est qui vous gardait, et puis ils étaient comment aussi donc c'était bien évidemment des Français. Alors au camp de Gurs, qui était mon premier camp, c'était des militaires. Des militaires, enfin à l'époque je ne connaissais rien évidemment, mais j'ai su que c'était des militaires, puisque le chef du camp c'était un officier, enfin je suis plus tard, c'était un capitaine, donc c'était des militaires qui nous gardaient. Qui n'étaient pas méchants, c'était bon, des militaires, mais le camp était quand même un camp ceint de fil de fer barbelé. Il y avait des îlots, différents îlots, je ne me rappelle plus combien il y en avait, qui étaient indiqués par des lettres de l'alphabet, A, B, C, D, jusqu'à M. C'est ça, jusqu'à M. Alors il y en avait des îlots. Dans chaque îlot, il y avait une quinzaine de baraques. C'était un camp immense, qui pouvait contenir, je suis ça plus tard, 20 000 personnes, le camp de Gurs, qui était donc gardé par des militaires français. Bon. Ensuite, on était transféré à Rivesaltes, qui était un peu mieux en tant que camp, puisqu'il était en dur. C'était des baraques qui s'appelaient auparavant le camp Joffre, qui avait été fait pour l'armée française. Et donc ces camps-là étaient gardés par c'est pas des militaires, c'est des gardes mobiles. Bon, c'était gardé, c'était pas... On pouvait s'évader. Mais s'évader de là-bas, pour aller où? Il y avait des gendarmes qui patrouillaient partout autour. Si on s'évadait, on était... Sauf si on avait beaucoup d'argent. Et sauf si on parlait bien français, on était sûr de se faire ramasser. C'était gardé, mais enfin bon, on pouvait sortir. Ça, c'était Gurs. Le camp d'Émile, c'était plus tard, c'était donc en 42 aussi, fin 42. Le camp d'Émile, qui existait depuis le début de la guerre, le camp d'Émile, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du camp d'Émile, non? Pas plus que ça, non. Bon, alors, deux mots. Le camp d'Émile, c'est une ancienne tuilerie, briqueterie, tuilerie, qui était à l'abandon et que l'armée avait réquisitionné en 1939 pour enfermer d'abord des réfugiés républicains espagnols qui sont venus en France en 1937, je crois, fin 1937, oui, 500 000. C'est une autre histoire, laissons tomber. Donc il y avait une partie qui était là, et surtout, au moment de la déclaration de guerre, en septembre 1939, les ressortissants d'origine allemande, autrichienne, etc., étaient des ressortissants d'un pays ennemi. Donc on les a internés en tant qu'ennemis potentiels. Et ces camps de Mille étaient un de ces camps-là où
les gens étaient internés. Alors il y avait parmi eux énormément de réfugiés politiques et juifs qui vivaient dans le midi de la France. Notamment, il y avait un endroit à Sanary. À Sanary-sur-Mer, c'était, enfin je suis ça après, c'était un centre où il y avait énormément d'intellectuels autrichiens et allemands qui s'étaient installés là après l'arrivée d'Hitler et après l'Anschluss, qui étaient installés là, qui vivaient entre eux avec la population tranquillement. Il y avait des artistes, des peintres, il y avait des musiciens, il y avait des intellectuels, il y avait des prix Nobel, il y en avait 2 prix Nobel. Donc c'était une certaine élite. Tout ça, c'est retrouvé au camp d'Émile. Internés comme... Ils étaient tous des ennemis des nazis, mais enfin bon, c'était donc... Ils étaient là. Ces gens-là, je vous signale qu'il existe un film de cinéma avec Jean-Pierre Mariel qui s'appelle Le train d'Émile. D'accord. Si vous arrivez à vous occuper de ça, ça vous donnera une idée de ce qui s'est passé. Bon, le train d'Émile. Bon, nous, on est venus, les Juifs, on est venus après. Ça, c'était donc ce que je viens de dire, c'était sous la République. Sous la République. À l'époque, c'était Daladier, si je me souviens bien. Nous, les Juifs, on est venus après la prise de pouvoir de Pétain. Donc, on nous a internés, ceux qui habitaient dans la région de Marseille et ailleurs, on nous a internés au camp d'Émile en vue de la déportation. C'était ça. Donc, ce camp d'Émile a été surpeuplé à un moment donné par des gens, des familles qui avaient été raflées, comme un mois plus tôt à Paris, la rafle du Veldiv, bien connue. Ça, c'était pratiquement la même chose qui s'est produite dans le midi de la France, dans tous les départements dits de la zone libre. Donc, au camp d'Émile, on était là. Donc, c'est là que j'étais, pendant quelques temps, interné. Dans tous les camps où j'étais, la nourriture était largement insuffisante, la nourriture, partout. Par moments, on avait de la soupe qui était de l'eau chaude, avec quelques rutabagas qui étaient là-dedans, enfin bref, c'était la famine un peu partout, aussi bien au camp d'Émile, et au camp d'Émile c'était encore pire parce qu'il y avait des femmes et des enfants, des petits-enfants, qui n'avaient rien à manger. Dès les internements au camp d'Émile, il y a eu la possibilité de recevoir des colis. Il y avait des gens qui ont été arrêtés, internés, des voisins, des amis ont su où ils étaient, ils sont venus apporter des colis. Moi, personnellement, j'en ai jamais eu, mais enfin bon, j'ai survécu quand même. Au bout de 20-25 minutes, ça coupe. Donc vous étiez en train de dire que les gens, ils recevaient des colis? Enfin, certains. Ouais. Certains. Mais que vous en avez jamais reçu? Moi, je n'en avais pas. J'aurais pu en avoir, mais ça, je l'ai raconté la dernière fois que à Marseille, avant d'être arrêté évidemment, j'étais sous la protection des Quakers. Et j'ai toujours pensé que les Quakers allaient arriver à me libérer, à me faire libérer légalement, puisqu'ils avaient le bras long à la préfecture, puisque c'était des gens qui faisaient beaucoup de distribuer de la nourriture aux enfants, enfin, etc., etc. J'étais bien vu, mais ils n'ont pas réussi à me faire libérer. Mais j'ai compté là-dessus. J'ai compté là-dessus, donc je me suis, jusqu'à ce que je parte, évidemment, je comptais là-dessus, je disais, ils vont réussir à me faire libérer. Bon, ça n'a pas marché. Mais j'ai vu autour de moi, les gens, ils parlaient de quoi? Qu'est-ce qu'on va devenir? Personne ne savait où on allait.
Il y avait évidemment des optimistes, des pessimistes. Il y avait des gens, des vieux qui disaient « Ah, on va tous nous tuer. » Mais où, quoi, comment? Est-ce que... Alors évidemment, il y en avait d'autres qui disaient « Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un peuple, les Allemands, qui était un peuple hautement développé, que ces gens-là, ils ont tué des Juifs, c'est pas possible ça. » Donc on ne pouvait pas y croire. On ne pouvait pas croire à ça. Moi non plus, je ne croyais pas à ça, c'est ça. Et je me suis simplement dit, on va nous emmener quelque part pour peut-être nous faire travailler. Mais quand j'ai regardé autour de moi, je voyais des femmes, des enfants, des vieillards, travailler ce genre-là, c'est pas vrai. C'est pas normal. Alors, sans réfléchir davantage, je me suis dit, moi, faut que je me taille, faut que je me sauve. Donc, j'espérais que mes amis de la résistance, les Quakers, allaient me libérer, mais bon, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que je parte. Évidemment, mais ça, je l'ai raconté la dernière fois, comment je suis parti. Vous m'avez dit la dernière fois comment vous êtes échappé de ce train. Mais est-ce que vous pouvez dire un peu plus comment c'était l'ambiance dans ce train? Combien vous étiez dans les wagons? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous êtes sorti assez vite, mais c'était comment? Et puis, qu'est-ce qui se disait? Qu'est-ce que... Voilà. Oui, bah écoutez, hein, c'est... Tout ce que je peux dire, c'est que nous étions entassés dans un wagon à bestiaux. Combien on était, je n'en sais rien, mais il était difficile de s'asseoir ou de se coucher, on était trop de monde. Il y avait une tinette enfin, un seau si vous voulez, qui débordait bientôt. Alors vous imaginez la chaleur qu'il faisait, etc. Et il n'y avait pas de conversation. Il n'y avait pas de conversation. Il y avait une cohue dans ce wagon. Les gens s'est bousculés, ils voulaient s'asseoir. Et puis finalement, il y avait quelqu'un qui avait un peu plus entregent que les autres, qui a crié, voilà ce qu'on va faire, vous vous asseyez là. Les autres restent debout. Dans une demi-heure, changement. Donc il a fait une certaine discipline dans les wagons. Ce qui a permis à... parce qu'on commençait à se battre, c'est un grand mot, mais enfin, à se bousculer, quoi, pour avoir un peu de... donc il a fait un peu de discipline de ce sort-là. Les discussions, il n'y avait pas de discussion. Il n'y avait pas de discussion. La seule chose qu'on se demandait, c'est où on va directement. Parce qu'on ne savait évidemment rien, on ne connaissait pas. Le convoi devait aller à Drancy. Donc on ne connaissait pas Drancy. On ne savait pas que de Drancy on part à Auschwitz. Ça, personne ne le savait. Mais, donc il n'y avait pas de discussion autour de ça. Les gens, simplement, la plupart avaient leurs femmes et leurs enfants dans un autre wagon, puisqu'on avait séparé, les hommes et les femmes avant l'embarquement dans le train, ce qui a donné lieu à des scènes de panique, évidemment. Donc, la discussion, c'était plutôt ça. Excusez-moi. On parlait des wagons et du fait que voilà, on se demandait où on allait, quoi. Si vous voulez, je ne peux pas dire de quoi on parlait. D'abord, il y a le bruit, un train qui roule, un train de marchandises, les gens qui se bousculent, etc. On parlait de l'instant. De l'instant. On ne parlait pas de l'avenir. C'était pas ça. Plus tard, peut-être, mais moi, je peux rester longtemps. Hein. Dès que j'ai eu l'occasion de m'approcher de la lucarne, et puis, bon, enfin, vous connaissez la suite, je me suis évadé. Mais voilà, les souvenirs que j'ai de ça, ce sont des images flash, vous savez, des images où je me vois entouré de gens plus ou moins jeunes, complètement affolés, puisque je suis resté dans ce wagon peut-être, comment on peut dire, 3 heures, 4 heures, pas plus.
Après, je sais pas. Et tout ça, c'était organisé en fait par des Français? Ah oui, ben bien sûr. Et c'était quoi leur attitude, ceux qui vous ont séparés, ceux qui vous ont mis, c'était comment? Ils étaient brutaux. Vous savez, c'était des gardes mobiles à l'époque, je crois que c'était les gardes mobiles, on les appelait à l'époque, qui faisaient un travail qui ne leur plaisait pas, ça se voyait bien, mais il fallait qu'ils les fassent. Et donc les gens qui n'obéissaient pas, ben, ils les poussaient. On n'a pas été frappé, c'est absolument pas le cas, mais évidemment, pour séparer les hommes et les femmes, ben, c'était pas facile. Mais ils étaient les gardes du camp de Mille, les gardes. Là, on était gardés sévèrement, il y avait donc des gardes mobiles tout autour. Il y en avait certains qui fermaient les yeux quand des gars cherchaient à s'échapper. Et moi, comme je l'ai dit, je n'ai pas cherché, parce que j'attendais que mes copains ils me fassent sortir. Sinon, j'aurais pu me sauver. Hein. Encore que, se sauver. Mais pour faire quoi? Sans papier, sans rien, sans argent, parlant mal français, qu'est-ce que j'aurais fait? Pour aller du camp de Mille à Marseille, comment j'aurais fait? Enfin bref. Donc, je n'ai pas trop cherché. Mais je sais qu'il y en a qui sont partis, hein. Ça je le sais, qui ont réussi à se sauver. Et il y avait notamment, mais ça je le suis plus tard, il y avait un des gardes mobiles qui a organisé des évasions. Il a organisé, il a fait sortir des couples avec enfants. Catimini, son épouse à l'extérieur s'est occupée d'eux pour les trouver des gens qui s'occupaient d'eux. C'était un gars il a été nommé après juste parmi les nations. Je ne me rappelle plus de son nom. Donc il y en avait peut-être d'autres, mais enfin, celui-là, il était connu. Mais il y en avait d'autres qui faisaient leur sale boulot parce qu'il fallait le faire. Je m'imagine que pour un fonctionnaire de police ou de gendarmerie, tu obéis aux ordres. Pas facile. Dans ce train qui partait, peut-être il fermait un peu les yeux aussi, ou Pardon? Il fermait peut-être les yeux aussi quand quelqu'un voulait s'échapper du train, non. Ou non, pas spécialement? Ça, je ne crois pas. Il... Mais comment? Vous savez, on m'a souvent posé la question, y en a-t-il d'autres qui se sont sauvés? À laquelle je ne peux pas répondre. Pourquoi? Parce qu'il existe bien une liste de gens qui ont embarqué. Sur cette liste, il y a mon nom que je retrouve, mais il n'y a pas de liste à l'arrivée. À l'arrivée, donc, à Drancy, il n'y a pas de liste. Pourquoi? Parce que c'était la grande pagaille, il n'y a pas eu de liste faite. Donc, on ne sait pas quelle est la différence entre le départ et l'arrivée. Comme je dis souvent, j'espère qu'il y en a d'autres qui se sont sauvés, mais ça ne pouvait être que des gens qui étaient seuls comme moi. Parce que ceux qui avaient leurs femmes ou leurs enfants dans un autre wagon ne pouvaient pas penser se sauver en sachant que les autres étaient là. Vous comprenez? Oui. Et la fameuse étoile jaune, là, en 1942, vous avez dû porter ça? C'était déjà le cas en France? Non, hein, c'était pas encore le cas. C'était le cas en zone occupée, mais pas en zone libre. Donc il n'y avait rien qui vous identifiait comme juif si on ne contrôlait pas vos papiers, en fait? Exactement. Mais le contrôle des papiers était assez souvent. Ouais. Assez souvent. Et donc j'avais un permis de séjour qui était renouvelé tous les 3 mois, je crois, je ne me rappelle plus comment c'était. Sur le papier, je ne me souviens pas s'il était marqué que j'étais juif. Je ne sais pas. Mais j'étais quand même inscrit comme juif à la police. À Marseille, quand j'étais à Marseille. Voilà. Donc,
Oui, je pense que sur le papier, ça devait être marqué, je pense. Mais je m'en vois. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Enfin, quand on est venu m'arrêter à Marseille, donc m'arrêter pour m'amener au camp d'Émile, j'étais arrêté en tant que juif. Le 26 août 1942. Ça, c'est une date qui reste marquée, ça. À Marseille, vous étiez avec un groupe de résistants. Oui. Est-ce que vous pouvez... Alors attendez. Oui. Un groupe de résistants. Quand j'étais pris en charge par les Quakers, c'est mon père qui avait réussi à organiser ça, je ne sais pas trop comment. Bon, j'étais pris en charge par eux et ils ont réussi, alors que j'étais évadé du camp des Rivesaltes, quand je suis arrivé à Marseille, oui. Évadé du camp des Rivesaltes, ils ont réussi à m'obtenir un permis de séjour, un permis que je devais renouveler tous les 3 mois, je ne sais plus comment, légal. Et quand je suis donc arrivé dans leur bâtiment, où j'étais chargé d'être le factotum, enfin, de travailler, je m'étais donc aperçu qu'il y avait le patron de cet endroit, qui était un ancien hôtel réservé à des femmes et enfants français qui ne pouvaient pas retourner chez eux dans la région lilloise parce que la région était déclarée terrain militaire par les Allemands. Donc ils étaient obligés de rester là. Donc le patron français de cet endroit-là, il avait monté un petit groupe de gaullistes, appelons ça comme ça. Il était donc, je vous parle de ça en 41, fin mai, début juin 41, il était gaulliste. Donc gaulliste, obédience gaulliste, le travail c'était faire de la propagande anti-Pétain, la propagande contre la collaboration, distribuer des tracts et distribuer les premiers journaux clandestins qui paraissaient, c'était ça. Donc on devait les distribuer dans, dans n'importe où, dans des maisons, de les mettre dans les boîtes aux lettres. Après, on commençait à avoir des listes de gens qui étaient résistants. Donc ces gens-là, on leur mettait dans les boîtes aux lettres les journaux. Parce que les journaux, c'était quand même 3 ou 4 feuilles, c'était cher à l'époque, le papier et tout ça. Donc c'était donc ça. Et nous faisions aussi de l'information quand on pouvait. Enfin, pas moi je parlais trop mal français à l'époque, mais les gens qui travaillaient avec nous, quand ils avaient l'occasion de parler avec des gens, où on commençait à manquer certains produits, on commençait à avoir des tickets, des ravitaillements, pour expliquer tout ça, c'est parce que le système de collaboration instauré par Pétain et le gouvernement de Vichy, tout pour l'Allemagne et rien pour les Français. Donc on essayait de donner cette information aux gens pour que la future résistance soit la bienvenue. C'était en quelque sorte ça. Et notre travail, c'était donc distribuer les tracts et faire de la propagande anti-vichysoise. C'était ça notre boulot. Il n'y avait bien évidemment à l'époque aucune résistance armée, ça n'existait pas encore. Il n'y avait pas de maquis dans le midi de la France. Ce n'est venu qu'après l'entrée des Allemands dans le midi de la France. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis évidemment aussi, ça, j'ai dû le dire, nous les jeunes, on badigeonnait les murs des bâtiments officiels la nuit avec le V de la Victoire et la Croix de Lorraine. C'était ça notre boulot. Mais il fallait savoir courir vite à l'époque. Donc ça, vous avez participé à distribuer des tracts, à faire cette peinture
Vous avez des anecdotes avec ça? Oui, des anecdotes. C'est-à-dire que on allait, par exemple, on avait dans notre poche des tracts. Alors, on passait dans la rue, on faisait une rue, il y a n'importe quoi, on fait chaque maison. Alors les maisons, souvent, on ne pouvait pas entrer. Il fallait tirer la sonnette. Alors quand on nous ouvrait la porte, on avait vu le nom de quelqu'un, on pouvait voir un tel. Bon. Quand on n'avait pas le nom, ben, on ne pouvait pas entrer. Ou alors d'autres maisons qui étaient ouvertes. Il y avait toujours un qui entrait et l'autre qui restait dehors, pour pouvoir voir s'il y avait quelque chose qui s'est tramé. Donc c'était ça qu'on faisait. C'était, enfin, pour moi à l'époque, il faut dire que c'était un jeu. En quelque sorte, pour moi c'était un jeu. Un jeu, et j'étais content de faire ça parce que pour moi je faisais quelque chose contre les gens qui m'avaient fait du mal. Contre les gens qui avaient permis à ma mère de mourir dans un camp. C'était ça. Mais en fin de compte, c'était un jeu. Jusqu'à ce que je sois arrêté à nouveau, arrivé au camp 2000, lorsque commençait à devenir, c'était plus un jeu. C'était plus un jeu. Autre question. Après la guerre, vous avez pensé à rentrer en Autriche? Non. Pourquoi? Il y avait deux raisons. La première, c'est que je n'avais rien en Autriche. Il n'y avait rien. Et mes souvenirs d'Autrichiens, c'était les humiliations que j'avais subies, comment dire, l'attitude de la population en 1938 qui était vachement antisémite. Et donc pour moi c'était pas question, alors quoi, bon, l'Autriche serait redevenue comme dans le temps, non, c'était pas ça. C'était la première chose. Deuxièmement, j'avais servi dans l'armée française. J'avais une tante, cousine, cousin à Paris, qui m'avait accueilli quand je suis revenu d'Indochine. Donc je me trouvais en France, comme je le disais précédemment, avant, pour moi, ma patrie était la Légion, mais là, ma patrie était devenue la France, puisque j'avais servi la France. J'avais participé, moi, à la restauration de la République, à la restauration de la démocratie, donc je me sentais français. Je n'avais pas la nationalité encore, il a fallu que j'attende 49 pour l'avoir. Mais aller vivre en Autriche, je crois que la question s'était même pas posée. C'était même pas posée la question. Je sais qu'il y a des gens qui sont retournés en Autriche, je sais, après, mais c'était pas mon idée. Il y a même des gens qui sont sortis des camps de concentration, qui sont retournés vivre en Autriche. Bon, c'était leur idée, je n'ai rien contre, mais c'était pas mon idée à moi. Et c'est quand que vous êtes retourné pour la première fois en Autriche, après la guerre? Oui. En 1947, au mois de novembre. Ok, donc pas très longtemps après quand même. Mois de novembre. J'étais encore en tenue, parce que quand j'étais démobilisé, nous avions une permission de 3 mois, permission de fin de campagne, qui était au-delà du temps, du temps normal. Et pendant ces 3 mois, j'étais obligé de garder la tenue, donc j'étais en tenue de sous-offre de la Légion, pas de képi blanc, c'était fini le képi blanc, on avait porté un calot vert et rouge, que j'ai gardé d'ailleurs. Et j'ai obtenu une permission pour aller de
Paris à Vienne pour voir s'il restait quelque chose de notre truc. Et j'avais à Vienne une cousine germaine qui était mariée avec un catholique et qui avait survécu à la guerre protégé par son mari. Et donc j'avais été en correspondance avec elle et je devais aller loger chez eux pendant 15 jours. J'avais une permission de 15 jours. Donc je suis parti à Vienne légalement. Et je ne payais pas le train. J'avais donc un billet gratuit, aller-retour. Et bon, j'arrive à Vienne, à la gare de l'Ouest, Westbahnhof, qui était dans la zone d'occupation française. C'était donc, je vous parle en 1947, mois de novembre. J'arrive donc là et je devais me faire inscrire à la gendarmerie française qui était à la gare. Comme quoi, j'étais permissionnaire que j'arrivais. Chose que je fais, je vais là-bas, montre mes papiers, tout ça. J'étais sous offre, donc ça se passait pas très bien. Et on m'a dit, mais vous allez où? Ben, je dis, je vais chez ma cousine. Mais où? Ah, pas le droit d'y aller. Pourquoi? C'est en zone russe. Vienne comme Berlin était en 4 secteurs, plus un secteur international au milieu. Je n'ai pas le droit. Ah non, 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 c'est interdit. Parce que si vous êtes en zone russe, si vous arrive quelque chose, on ne peut rien pour vous. Je fais quoi? Débrouillez-vous. On n'a pas dit débrouiller, on a dit démerdez-vous. Enfin, ça. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le tramway, je suis allé chez ma cousine dans la zone russe. Je n'ai rien demandé à personne. J'arrive chez eux, bon, donc, grande retrouvaille, etc., etc., toujours avec ma tenue française. Le lendemain, je vais pour aller voir la maison où nous habitions, toujours en tenue. Alors, tenue, c'était. Nous avions à l'époque, j'avais la tenue de sortie américaine, avec les vestons, les boutons, etc., fourragère, décoration, et mon calot avec les signes sous-off, etc. Et donc, quand je suis sorti dans la rue, dans la zone soviétique, les gens, ils ne voyaient pas ce que c'était, ils ne connaissaient pas ces déguisements-là, en quelque sorte. Donc, les troufions que j'ai croisés sur la rue, ils descendaient du truc, ils me saluaient, me laissaient passer. Bon, ok. Et j'ai eu la chance, parce que si j'étais tombé sur une patrouille militaire russe, j'aurais fini quelque part en Sibérie, hein, probablement. Donc ça s'est passé comme ça, je crois que je vous l'ai raconté la dernière fois, mon arrivée donc dans la maison où j'habitais avec mes parents. Non, vous m'avez pas dit justement. Ah, non, donc il y avait quoi dans la maison du coup, familiale? Ah, bon, donc, alors là évidemment je me déplaçais à pied, évidemment, c'était pas tellement loin. Dans la maison où nous habitions, il y avait un coiffeur. Et ce coiffeur, mon père, il se faisait raser là-bas, je dis pas tous les jours, mais de temps en temps. Et comme à l'époque ça se faisait, il avait son bol de, comment dire, pour les sabots à barbe. Il avait un bol à son nom. Et donc je suis rentré dans cette... chez ce coiffeur, je me rappelle même le nom de Flou, il s'appelait, où il y avait 3-4 personnes qui attendaient. Ils ont vu entrer un soldat, vous voyez pas trop, étonné, et il me demande was wünscht der Herr, si vous souhaitez. Alors je dis, ben, je viens pour la barbe, mais si vous avez les bols de M. Paul, vous le prenez. Jesus Maria derrière, mais attends, il m'a reconnu. Donc je savais que ça n'avait pas été un nazi virulent, il avait été comme tout le monde, quoi, à l'époque. Voilà, donc je lui ai raconté un peu mon histoire et j'ai demandé,
est-ce que la concierge est toujours là? Parce que c'est la concierge qui avait dénoncé mon père, qui l'avait donc fait interner à Dachau, c'était elle. Et je voulais la voir. Alors elle m'a dit, oui, il est toujours là, mais il a changé. Je dis, ben, alors pourquoi? Ben, c'est deux fils, il y en a un qui est mort, c'est le front russe. Le deuxième, il est amputé d'une jambe et d'une main. Bon. Donc, je vais trouver la concierge. Et je m'étais dit, je vais lui passer un sacré savon. Hein. Mais quand j'ai vu cette femme-là, assise, comme ça, à côté d'une cuisinière qui ne brûlait pas, il n'y avait pas de charbon, il n'y avait rien, son fils à côté. Je l'ai regardé, parce que le mari connu, hein. J'ai dit voilà, Dieu vous a puni, moi j'ai rien à dire, je suis parti. Et ça m'est resté comme souvenir, je dis voilà, est-ce que j'ai bien fait? Oui, j'ai bien fait. Voilà, c'était mon souvenir de Vienne. Donc à Vienne, après, donc je suis retourné évidemment chez ma cousine, mon cousin, et ils m'ont dit tu ne peux pas rester en tenue parce que tu risques de te faire attraper. Ils m'ont trouvé des vêtements civils, un pantalon qui était trop court, je me souviens, et je suis parti avec eux, promener, n'importe où, sans papier, sans rien. Enfin, j'avais mon papier militaire, mais qui était vis-à-vis des Russes, j'étais un espion possible. Attendez, je vais faire un break là-dessus. Je suis bien plus tard un cousin de mon beau-père, qui était communiste, qui était arrêté à Moscou en 1936, je crois, communiste, qui est parti dans un goulag. Il a écrit ses souvenirs. Souvenirs qui s'appellent 7000 jours en Sibérie. 7000 jours, c'est un bail. Et dans ses souvenirs, il raconte chronologiquement comment ça s'est passé. Il a passé donc toute la guerre au goulag, toute la guerre. Qu'un jour, on a amené des nouveaux arrivants, dont il y avait un jeune Autrichien. Il donne les noms. C'est un collègue d'école de moi, Heinz Gewürz. Bon. Et ce garçon-là avait fait la Légion étrangère, je ne l'ai pas connu là-bas, s'était fait ramasser à Vienne comme espion possible et envoyé au goulag. Donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Hein. Il est, je ne sais pas, je n'ai jamais rien su de lui. Et donc, s'il m'avait attrapé, automatiquement, j'ai passé, ancien légionnnaire, j'ai passé automatiquement au goulag. Voilà. Et dans votre maison, du coup, à Vienne, il y avait qui? Il y avait un locataire, oui. À l'époque, comment dirais-je, la plupart des maisons, les appartements étaient en location. Il n'y avait pas encore de copropriété, c'est venu plus tard. Donc notre appartement était occupé par quelqu'un. J'ai sonné pour entrer, on ne m'a pas laissé entrer. Ils ont certainement regardé par les visiteurs, ils ne m'ont pas laissé entrer, donc je n'ai pas vu. Et je suis plus tard, bien plus tard, ça date il y a 6 ans, 7 ans, 6 ans, j'étais retourné à Vienne pour autre chose. J'ai su que cette personne qui occupait était un ancien nazi en cours de dénazification. C'est lui qui occupait. Et il y avait sur la maison, mais ça je l'ai pas vu, il y avait une petite panneau, un petit, non pas un panneau, une affiche, une pancarte. Non pas une pancarte, enfin un truc fixé quoi, avec le nom du gars qui avait été un chansonnier, je ne sais pas trop quoi, mais il n'était pas marqué qu'il était un ancien nazi. Ça s'est su plus tard et le propriétaire actuel de l'appartement qu'occupaient mes parents à l'époque, qui lui était donc c'est un homme d'aujourd'hui, il avait réussi à le faire enlever
cette plaque parce qu'il a découvert que le gars était un ancien nazi. Donc il a réussi à le faire enlever. Parce que je suis retourné à Vienne. Donc je vous dis de ça, c'était il y a 6 ans, 5-6 ans, lorsqu'on a posé un Stolperstein devant la maison de mes parents avec le nom de mon père et ma mère, et j'étais venu pour le dévoilement de ces trucs où il y avait une cérémonie, etc., où j'ai fait la connaissance de la personne qui était propriétaire de notre ancien appartement, que la maison avait été vendue entre-temps, mais il était propriétaire, mais l'appartement était occupé par une personne qui ne voulait pas me laisser entrer. Elle ne voulait pas. Une raison, peu importe. Mais lui, il était très... C'est quelqu'un qui, encore maintenant, ça fait quand même déjà 6 ans, 7 ans, il m'envoie tous les 2 fois par an un mail avec une photo de la plaque pour dire qu'il l'a bien entretenu. D'accord. Comme j'ai dit, il y a des gens bien partout. D'accord, d'accord. Bon. Vous pouvez m'envoyer une photo de cette plaque? Enfin, je vous la demanderai, je la demanderai. Je la demanderai. Je l'ai. D'accord. Et... non. Je fais un petit discours ce jour-là. Oui. Un petit discours que je peux vous envoyer si vous voulez. Oui, je veux bien. En allemand, bien sûr. Je veux bien. Vous avez été décoré de la Croix de guerre. Oui. Vous pouvez expliquer pourquoi? Oui. Donc pendant la campagne de France, plutôt pendant la campagne d'Allemagne, les décorations à la Légion, on ne les donnait pas comme ça. Bon. Alors il y a des gens qui ont eu une citation, alors il y avait différents niveaux de citation. Citation à l'ordre du régiment, à l'ordre de la brigade, à l'ordre de la division, à l'ordre de l'armée. Bon. Moi, à l'époque, j'étais conducteur du GMC de la compagnie. Le GMC de la compagnie, c'était donc le véhicule qui devait approvisionner la troupe qui était en ligne, en essence, en munitions et en alimentation. Donc il fallait y aller, coûte que coûte, tous les jours, dans des conditions qui étaient souvent très difficiles. Et comme j'ai rempli ma mission quotidiennement, avec difficulté, il m'est arrivé de traverser des lignes allemandes la nuit, faire tirer dessus, etc. Donc j'ai une citation à l'ordre de la brigade, parce que j'ai bien fait mon boulot. C'était ça ma croix de guerre. Il y en a d'autres qui ont eu des croix de guerre pour des choses moins que ça, pour d'autres choses plus dures que ça. Il y en a un qui a eu la croix de guerre à l'ordre de l'armée parce qu'il a réussi à sauver notre capitaine qui était blessé. Mais enfin bref, les décorations n'étaient pas données comme ça. Hein. C'est pas comme... Enfin, ça c'est une autre pierre des manches. L'ordre de la libération. Là, je suis après comment que ça a été attribué, ça. C'était un peu au hasard. Bon. Donc, j'ai eu ma croix de guerre comme ça. Croix de guerre, bon, qui m'a permis plus tard. Alors, j'ai eu la croix de guerre, évidemment. J'ai eu la croix du combat, la croix du combattant volontaire. J'ai eu la médaille de coloniale, à l'époque ça s'appelait comme ça, pour ma campagne de Tunisie. J'ai eu la médaille coloniale pour la campagne d'Indochine. J'ai eu... Qu'est-ce que j'ai eu encore des bricoles, quoi. Enfin, d'accord. La panoplie. Et donc, j'ai eu la médaille militaire il y a 15 ans maintenant, oui. Alors la médaille militaire, où vous la recevez pour une action de combat, c'est rare. La médaille militaire pour un légionnaire action de combat, c'est généralement à titre posthume. D'accord. Bon. Donc j'ai eu la médaille militaire après à titre d'ancienneté, et puis après j'ai eu la Légion d'honneur.
Et puis maintenant, je suis officier de la Légion d'honneur. Et je suis aussi décoré de l'ordre, je suis chevalier de l'ordre des Grimaldi à Monaco. D'accord. Question qui n'a rien à voir, hein. Voilà. Est-ce que dans l'armée française, il y avait des choses prévues par rapport aux relations avec les femmes? Ça veut dire des préservatifs, des, je sais pas, des antibiotiques, des machins comme ça? Pas dans l'armée française, mais dans l'armée américaine, oui. Dans l'armée américaine, nous avions donc, enfin, puisque la 5e division blindée était entièrement équipée par les Américains, et dès qu'on était engagé, on avait le ravitaillement des Américains. Alors il y avait deux sortes de ravitaillement. Il y avait le ravitaillement de combat, c'était 3 boîtes que j'ai en photo, 3 boîtes comme ça, une pour le matin, une pour midi, une pour le soir, et dans une des boîtes, il y avait un préservatif. Pas autre chose, il n'y avait pas de médicaments, préservatif. Nous utilisions ces préservatifs pendant la guerre pour, sur le fusil, pour imperméabiliser le fil du canon. Bon, il fallait bien protéger, c'était ça. Plus tard, quand on était comment dire, au repos, bon, on pouvait s'en servir pour ce qu'il était prévu, évidemment. Mais c'était les Américains qui donnaient ça, les Français non. Donc c'était les Américains qui avaient ça dans leur, pour dire dans leur pactage en quelque sorte. C'était dans la ration journalière qui arrivait, il y avait un préservatif en fait. Alors je crois que c'était dans la boîte journalière, il y avait un préservatif, oui. Ouais. Yes. Attendez, il y avait donc ça, les boîtes, c'était les boîtes prévues pour le combat, quand on était engagé en ligne. Après, il y avait une autre fourniture, c'était des boîtes en carton qui étaient pour 10 hommes, je crois, pour 10 hommes. Il y avait donc des boîtes de conserve pour 10, il y avait un peu tout là-dedans, où il y avait notamment, alors est-ce que c'était là-dedans, je ne me rappelle plus, mais on les avait. Et on s'en servait aussi pour faire des ballons avec, enfin bref, c'était l'amusement. Ouais. Donc ça c'est, on était il y avait aussi, bien évidemment, mais ça c'était aussi bien du côté français que du côté américain, quand quelqu'un voulait aller dans un BMC, vous savez ce que c'est, bordel militaire des campagnes, c'était donc des institutions réglementées, etc. Il passait une visite précise et on lui donnait donc un préservatif pour faire son affaire, que les gens utilisaient ou n'utilisaient pas, mais enfin, il donnait ça. Donc vous passiez, c'était assez drôle, je me souviens, j'avais vu ça au Maroc, à Casablanca, non, à Fès. À Fès, oui, c'était après la guerre. Après la campagne de France. À Fès, il y avait donc un BMC réservé aux troupes américaines. Et les gars, ils faisaient la queue dans la rue. Et puis, avec qui se déculottaient avant d'entrer. Ils avaient bu un coup. Bon, enfin bref. Donc, ils étaient vérifiés avant et après avoir fait leur affaire. Mais pour les légionnaires, c'était pas comme ça. On rentrait d'abord dans un truc, ça se passait à l'intérieur. Enfin bon, je dois avouer que j'ai jamais profité de ce truc-là, c'était pas mon truc. Enfin bon, chacun faisait ce qu'il voulait. Hein. Mais vous disiez que avant d'aller dans un BMC, même l'armée française pouvait distribuer des préservatifs à ce moment-là? C'est à l'intérieur. Ok. À l'intérieur. Et vous, le fait d'avoir mis le préservatif sur l'arme, ça vous l'avez fait des fois? Vous avez vu faire ça? Oui, mais bien sûr. C'était très courant? Oui, ça se faisait, on faisait ça un peu en rigolant, quoi. Mais
vous savez, pendant la campagne d'Alsace, il faisait très mauvais. Il pleuvait, il neigeait, etc. Donc, quand vous avez de l'eau qui rentre dans le fusil, ça peut empêcher le projectile de partir normalement. Donc il fallait le protéger. Et puis ça, si on ne le fait pas attention, ça abîme l'âme du fusil. Voilà, on appelle ça comme ça. Donc on mettait ça dessus, c'était un peu... Voilà, c'était un peu la rigolade. Mettons ça comme ça. D'accord. Comme on soufflait dedans pour faire des ballons, pour faire rire les filles qui passaient. Parce qu'on voyait bien ce que c'était. Quand on souffle dedans, il y a les bouts qui restent un peu... Enfin bref. C'était des amusements des gosses. Hein. D'accord. Et la dernière fois, vous m'avez dit que pendant certains des combats là, en Alsace, qu'il y avait des groupes d'Allemands, des SS qui refusaient de se rendre, qu'il a fallu exterminer, vous avez dit. Est-ce que vous, en tant que germanophone, on vous a demandé de leur parler, de faire des choses? Non, pas... ça m'est arrivé en peu de temps après le débarquement, où j'étais donc interprète dans les groupes de commandement, et il n'y avait pas d'SS, et il m'est arrivé donc de exercer mes talents d'interprète pour sommer un groupe d'Allemands de la Wehrmacht qui était retranché quelque part du côté des Fréjus, c'était, je ne me rappelle plus où exactement, Fréjus, et il y avait des résistants qui leur avaient coupé la retraite, et nous on était devant, et donc je les ai sommés de se rendre, en criant en allemand évidemment, ihr seid umzingelt, ergebt euch, etc. Et donc ils se sont rendus, et il y avait un officier allemand, un sous-lieutenant, un jeune, un vrai Prussien, que j'ai engueulé évidemment en allemand en lui disant de se mettre au garde à vous, qu'un officier français, etc. Le gars, il était un peu surpris de s'entendre engueuler comme ça en allemand. J'essaie d'imiter comme ça un peu le vocabulaire des casernes allemandes. Bon, mais ça m'a fait plaisir ça, là, de pouvoir engueuler ces mecs-là. Ça m'est arrivé 2 fois. Voilà. Et ça, vous l'avez dit la dernière fois, mais ça vous est arrivé plus tard de interroger les SS, de leur parler? Non, les SS, non. Je n'ai... quand nous étions à Friedrichshafen, je parlais de Friedrichshafen, où nous nous étions arrêtés, et pour laisser passer des gens qui devaient nous relever, c'était des tirailleurs d'ailleurs, qui étaient les premiers à rentrer en Autriche, par Bregenz, et à Friedrichshafen, les ateliers des Zeppelins à Friedrichshafen étaient donc occupés par de jeunes SS qui voulaient pas se rendre. Donc je me souviens que j'avais été missionné pour leur crier avec un mégaphone: vous êtes encerclés, rendez-vous, la guerre est bientôt finie. Ils ont continué à tirer. Ils ont été exterminés sur place. Ils étaient une quinzaine. Et ça, c'était quelque chose, entre nous, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas comment des gens pouvaient être tellement fanatisés de se laisser abattre alors que la guerre était finie. Ça, on ne comprenait pas. Et quand vous dites exterminer, c'était comment? Par l'artillerie, par les armes légères, les grenades, c'était comment? Des armes légères, pas d'artillerie. Des mitrailleuses, grenades. Ça, c'est des souvenirs dont j'aime pas tellement parler parce que c'est... Voilà.
Est-ce que vous pouvez dire en 2 mots votre vie civile après la guerre? En 2 mots. Voilà, le mariage, les enfants, le travail. Oui, ben écoutez, comment commencer? Donc j'étais à Paris, mais nous sommes fin 47. J'avais pendant 3 mois, j'ai touché ma solde de sous-off. Après, je n'avais plus rien. Il fallait que je trouve du travail. Donc, quand je cherchais du travail, quand on me demandait qu'est-ce que tu sais faire, ben, je disais, je sais démonter et remonter une mitrailleuse, les yeux bandés. Alors on me disait, c'est pas un boulot ça. Ben bon, ben, c'est tout ce que je sais faire. Alors je faisais ce qu'on appelle des petits boulots. J'ai travaillé sur le marché, enfin, je faisais n'importe quoi. Je n'ai pas volé. Ça, c'était mon, comment dirais-je, mon éducation judéo-chrétienne, même qui a disait de voler. Donc c'est ça. Après, petit boulot comme on dit, j'avais su qu'il existait un office où on plaçait des anciens combattants d'Indochine. Pourquoi? Parce qu'il y avait des entreprises donc industrielles ou n'importe quoi qui préféraient prendre des anciens d'Indochine qui étaient supposés être anticommunistes. Supposés. Pour moi, la politique, à l'époque, je ne connaissais que dalle, enfin, mais c'était comme ça. Puis c'est que nous avions combattu les communistes en Indochine. Bon. Donc, il y avait cet office-là où je m'étais présenté et ils m'ont dit, voilà les gars, d'abord il m'a trouvé un boulot chez un avocat. J'ai travaillé pendant quelques mois, je ne sais pas comment j'ai réussi à tenir le coup, enfin bref. Et après il m'a dit, toi il faut que tu commences à rentrer dans un endroit sérieux, tu commences au bas de l'échelle et puis tu essaies de grimper. Chose que j'ai fait, c'était pas facile. J'ai passé des mois, je dirais presque des années, en cours du soir, au CNAM, pour apprendre. Et puis j'ai grimpé les échelons, je suis entré là-dedans comme employé aux écritures. Mais dans quoi c'était? Dans quel domaine? C'était une entreprise électromécanique à Saint-Ouen, à côté de Paris. Saint-Ouen de Paris. Donc c'est une usine. Donc je suis entré là-dedans dans un bureau de préparation du travail. Préparation du travail, c'est là qu'on définit comment on fait pour partir d'un bout de métal pour en sortir un objet. C'est ça la préparation du travail. Donc je suis rentré là-dedans, je connaissais que dalle, vraiment rien. Et on m'a fait faire autre chose, enfin différents trucs. Et petit à petit, ben, j'ai appris. J'avais un chef de service, monsieur Gros, un ingénieur, qui était responsable de la fabrication mécanique, du montage des ensembles et de la préparation du travail. Et quand j'ai terminé mes 35 ans dans cette boîte, c'est moi qui occupais ces postes. D'accord. Et vous avez eu des enfants? 2 enfants. 2 enfants, d'accord. 2 fils. L'un est à Nice, il vient me chercher demain pour aller manger chez lui. Et le deuxième est dans la région parisienne. Il vient me voir dès qu'il a la possibilité. Lui, il est à la retraite, enseignant à la retraite. Le deuxième est dentiste, mais il continue à travailler. D'accord. Votre père était dentiste aussi. Il y a un lien, vous lui en avez parlé, ou c'est le hasard, ou c'est l'ADN, c'est quoi? Non, c'est pas par hasard. Donc mon père était dentiste, son frère était dentiste, mon père était à Vienne, et son frère était à Paris. Donc à Paris, il a eu des enfants, donc notamment une fille qui, elle, est devenue dentiste. Elle était plus âgée que moi de 4 ou 5 ans, Anna. Donc il est devenu dentiste. On se connaissait bien, enfin, après, avant-guerre, je ne le connaissais pas avant-guerre.
connu après-guerre. Et mon fils, quand il a commencé à faire ses études, l'idée était de médecine. Bon. Non, pas médecine, dentiste. Pourquoi dentiste? Mais il connaissait ma cousine Anna. Il savait qu'elle, le matin, le premier de ses patients était là à 9 h, elle est arrivée à 10 h. C'est un bon métier. Enfin, c'est un peu la blague. Mais il a donc fait ses études de dentiste, sachant que son grand-père était dentiste, que son oncle était dentiste, que sa grande cousine était dentiste. Donc c'était un métier familial. D'accord. Et il continue à travailler. 73 ans. Vous, si vous n'aviez pas été viré de l'école à Vienne, vous auriez fait quoi comme travail, vous pensez? Alors j'avais espéré devenir chirurgien. C'était ça qui me tentait. Je ne sais pas si j'aurais réussi, parce que je n'étais pas très bon en études. J'avais des problèmes. J'avais des problèmes à l'époque. J'avais un problème, j'avais une, qu'on appelle ça, Stirnhöhlenentzündung, une sinusite tenace qui me faisait souffrir, mais vraiment souffrir. Et c'était pratiquement tous les matins. Tous les matins, j'avais mal. Donc, je suivais mal la scolarité. L'après-midi, ça allait mieux. C'était très curieux. Alors là, à l'époque, vous savez, on faisait quoi? On me faisait faire des aspirations avec des lots de mer, des machins, trucs. Rien, ça n'a rien fait. Et ça m'a duré des années, ça. Ça m'a duré jusqu'à ce que je parte en Afrique du Nord. Là. Après, c'était réglé? Terminé. D'accord. Enfin bref, donc je voulais devenir chirurgien. C'était ça ma vocation. J'étais très habile de mes mains, et puis je me suis dit, voilà, j'avais lu des articles, des trucs, des machins, puis mon père, il m'a encouragé assez à ça. La dernière fois, une des choses les plus intéressantes que vous m'avez dit, c'est de vous retrouver à partir en Indochine avec les 3/4 des soldats qui étaient des Allemands, en fait. Comment ça s'est passé en Indochine, quand c'était un peu les combats, quand... Dans mon groupe, donc j'étais sous-off, sous-officier à l'époque, on avait un groupe de 10 hommes. Sur les 10 hommes, j'avais 6 Allemands. Allemands. Qui ne parlaient pratiquement pas français. Donc les ordres que je donnais, je les donnais forcément en allemand pour eux, en français pour les 4 autres. Enfin, c'était pas facile, mais c'était... Les Allemands, c'était des soldats aguerris qui avaient fait le front de l'Est. Enfin, c'était... Moi, j'en avais un qui était tout jeune. Hein. Je ne me rappelle plus de son nom. Enfin, j'ai une photo de lui. Un tout qui était jeune, qui avait 18 ans, quoi. Donc, j'avais eu un problème tout au début de notre arrivée en Indochine. Nous étions en cantonnement et j'avais un soir, j'étais de garde, je faisais le tour donc du périmètre qui était le mien, et dans une maison qui était donc occupée par quelques légionnaires, j'ai vu de loin une petite lumière. Je me suis approché et j'ai entendu chanter. Ils chantaient l'hymne allemand, l'hymne des nazis. Die Straße frei, die Rheinfestgeschlossen, es marchiert mit ruhigem festen Trieb. Je ne sais pas si vous connaissez ce là, c'est Die Straße frei, die Reihen festgeschlossen, es marschiert mit ruhigem festen Trieb, etc. L'hymne nazi. Merde, qu'est-ce que tu fais? Alors j'étais dehors évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, tu ne peux pas intervenir. J'ai regardé qui c'était, puis le lendemain matin, j'étais voir le chef des bataillons, je dis voilà mon commandant,
il se passe ça et ça. On ne peut pas tolérer ça. Ah, il m'a dit non, on ne peut pas tolérer ça. Est-ce que tu as vu qui c'était? Je dis oui, mon commandant, un tel, un tel, un tel, un tel. Donc il y en avait 5. On les a pris, chacun mis dans un autre régiment des légions. Donc on les a séparés. Ça c'est sûr. Plus jamais de problème. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces 5 gars-là? Je n'en sais rien. Mais est-ce qu'ils sont devenus des bons légionnaires? Parce qu'il faut savoir que à Dien Bien Phu, vous connaissez l'histoire de Dien Bien Phu, parmi les morts légionnaires, il y avait plus de la moitié qui étaient des Allemands. Voilà. Donc, une fois qu'ils étaient, comment dire, qu'ils étaient dans la troupe, acceptés dans la troupe, ils se sont conduits comme des légionnaires. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'ai eu un... Non, ça c'est autre chose. Ça c'est la partie que je fais couper la dernière fois. D'accord. La chanson c'est la Horst Wessel Lied, c'est ça? Oui, d'accord, oui. d'accord. Et c'est légionnaire... Oui, allez-y. Non, alors ça, je l'ai appris quand j'étais à la Légion, en Indochine, oui, par quelqu'un qui n'était pas allemand, voilà. D'accord. Mais c'était... Alors, l'air de ce Horst Wessel, l'air vient des communistes, l'air. Et les Allemands ont mis des paroles allemandes là-dessus. Bon, mais c'est quelque chose qu'on entend un peu, on entendait à l'époque un peu partout, mais évidemment à la Légion, quand on entendait ces airs-là, attention, attention, c'est dangereux. Or, les légionnaires allemands à la Légion, ils ont importé des chants militaires, pas le Horst Wessel, mais des chants militaires allemands, sur lesquels on a mis des paroles françaises et qui se chantent encore aujourd'hui. Ce sont donc des chants militaires allemands avec des paroles françaises qui parlent de la guerre d'Indochine, patati patata. C'est assez curieux, et c'est comme ça. C'est ça la Légion. Et les légionnaires allemands, dans votre expérience, leur motivation c'était quoi? C'était, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Certains, ils étaient fiers de se battre pour la France. C'était quoi comme... Non. Je ne pense pas qu'il y en avait qui étaient fiers de combattre pour la France. C'était pas ça. Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Il n'y avait plus de famille. Et ils combattaient le communisme. Voilà. Et il y avait je ne dis pas une majorité, mais certains, ils s'étaient engagés, on a appelé ça pour la gamelle. Parce qu'ils crevaient de faim dans les camps de prisonniers, on leur a proposé la Légion en faisant croire la Légion étrangère, enfin bon, tous les fantasmes de la Légion, ils se sont engagés pour ça. Bon. C'était ça, les motivations étaient diverses. J'en avais un, je crois que j'ai raconté son histoire, un ancien officier prussien. Qui était dans les blindés et puis qui est mort à Dien Bien Phu. Oui, ça vous l'avez dit la dernière fois. Ouais. Alors lui, il s'était engagé, enfin, il ne me l'a pas dit, mais j'ai compris, il s'était engagé parce qu'il ne savait pas où aller. Et la seule chose qu'il savait faire, c'était faire la guerre. Il s'était engagé pour ça. Il était devenu un bon soldat, un vrai. Certains de ces Allemands, ils sont restés en France après la guerre, vous avez gardé des relations, vous les avez revus plus tard? Non, mais je sais qu'il y en a. Il y a des amicales de la Légion, un peu partout, qui sont regroupées dans une fédération nationale. Et il y en a une à Nice, dont je fais partie, c'est l'amicale des anciens de la Légion, donc de Nice. Il y avait, quand je me suis inscrit, donc il n'y a pas longtemps, puisque c'est depuis que je suis ici à Menton, oui, que j'ai mis le doigt là-dedans, comme je l'ai dit la dernière fois. Là, il y en avait quelques-uns
qui étaient des Allemands qui avaient combattu en Indochine, D'accord. mais qui ne sont plus là. L'âge. Il y a une petite ville dans les Vorarlberg qui s'appelle Hohenems et qui a une histoire particulière concernant la population juive, puisque vers la fin du XVIIe siècle, oui, dans les années 1680, je ne sais pas quoi, il y a une famille juive de... qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient tisserands, qui s'est installé là-bas avec l'aval du... comment ça s'appelle le comte, je ne sais plus quoi, enfin l'autorité politique de l'époque. L'autorité de l'époque, et ils ont fait souche. C'était la seule ville de la région où le juif était toléré. Et ils ont fait souche, ils sont devenus donc relativement possédants à un moment donné. Et je sais que notamment, attendez voir, que je ne dise pas de conneries, c'est... vous connaissez bien évidemment le Stefan Zweig. Non. Oh, ça vous dit rien. C'est un auteur qui était très très connu à l'époque, qui est encore connu aujourd'hui par des gens de mon âge. Enfin bon, c'était quelqu'un de très connu, un auteur, un écrivain, qui a quitté l'Autriche et qui est parti en Amérique du Sud. Il s'est marié donc. Et son épouse était originaire de ce village-là. Donc pour des gens, mettons, de mon époque, si vous voulez, de mon âge, connaissant Stefan Zweig, il faudrait que je vous en parle de ça après, parce qu'il était très connu. Il a écrit beaucoup de romans, et notamment il a écrit un livre que je vous conseille de lire si vous avez le temps, qui s'appelle Die Welt von gestern, qui existe en français, bien sûr, je dois l'avoir quelque part, Le monde de hier, où il raconte ce qu'était l'Autriche impériale dans les années 1900 au début, et par la suite, et comment ça s'est détérioré. Très intéressant. Bon, enfin bref. Donc Hohenems. À Hohenems, cette communauté juive qui vivait sur place avait créé leur propre cimetière, qui existe aujourd'hui, qui n'a pas été vandalisé par les Allemands, on ne sait pas trop pourquoi, qu'on m'a fait visiter. Donc le responsable de Erinanate qui m'avait invité, absolument pas, qui n'est pas juif, il n'a rien, il m'a fait visiter ça, il a obtenu la clé. Hein? Et puis quand je suis entré, il m'a mis une kippa sur la tête, il a mis une kippa. J'ai trouvé ça quand même assez, comment dirais-je, significatif de quelqu'un. Bon, donc Hohenems. Et cette communauté juive a disparu pendant la guerre. Complètement disparu. Il n'y a plus un juif qui vit. Mais par contre, le cimetière est entretenu par qui? Par la communauté juive des Saint-Gall en Suisse, qui est à quelques 30 km, 20 km. Et les juifs de Saint-Gall se font enterrer à Hohenems. Donc ça fait une continuité au travers de cette histoire-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je fais donc une conférence à Hohenems pour des adultes que j'ai entièrement enregistré, c'est ça entre autres. Et puis l'échange avec la population il n'y avait pas de juifs. Oui, pourquoi il n'y avait pas de juifs? Parce que ça avait été organisé un vendredi soir. Vendredi soir, les juifs ne se déplacent pas. D'accord. Voilà. Bon, voilà. Alors merci pour les souvenirs en français, d'accord?